Alors bonjour Samuel Marafi et bienvenue sur ce podcast, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cyclisme Performance. Donc avant d'aller plus loin, et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Rémi, merci pour l'invitation. Du coup, docteur Marafi Samuel, je suis médecin généraliste de formation, médecin du sport par passion, par profession maintenant. J'interviens principalement dans le cyclisme professionnel. Je suis médecin du staff de l'équipe Total Energy. Je fais partie de l'aventure BNB Hotel KTM juste avant pendant 4 ans. Et puis j'interviens dans tous les aspects vraiment du suivi du sportif d'endurance en général au niveau médical, donc effectivement chez le cycliste, avec une petite passion pour la physio, l'entraînement, la nutrition, la micronutrition, tous ces domaines-là dont on va sûrement parler. Et puis voilà, après c'est multisport, hein. J'aime bien aussi dans les sports d'endurance la course à pied, le trail, c'est une autre discipline dans laquelle j'interviens avec des trailers élites et puis des structures d'entraînement. Puis je garde une petite activité un petit peu recherche scientifique, éducation avec le diplôme universitaire de trail à la faculté de Besançon. Et puis quelques autres, des gazettes scientifiques et des articles à droite à gauche pour partager un petit peu les connaissances de la médecine du sport d'endurance qui du coup est ma spécialité. Voilà. Merci pour ta présentation. Alors, on pourrait voir beaucoup de choses avec toi, hein. Tu l'as un peu dit dans ta présentation. Là, on va se concentrer sur le surmenage, la fatigue, le surentraînement. Donc, première question, est-ce que tu peux nous décrire les différents stades de la fatigue chez les sportifs et chez les sportifs d'endurance particulièrement, en parlant de surmenage, surentraînement, etc. Bah, déjà, la première chose, je pense, qui est très importante dans la thématique du jour, c'est de se dire qu'on va se placer quand même dans les sports d'endurance, moins dans les sports de force, dans le sens où déjà scientifiquement, il y a beaucoup moins de cas de surentraînement. Et une seconde chose aussi, c'est que c'est des sports que je connais un petit peu moins. Donc dans les sports d'endurance, si on classifie un petit peu, c'est sur les recommandations européennes, les recommandations savantes en tout cas, qui ont été faites il y a déjà quelques années. En gros, on va décliner un espèce de continuum. On n'a pas vraiment de séparation, de dichotomie entre la fatigue, le surentraînement ou la non-fatigue. C'est un continuum qui va de la simple fatigue aiguë, qu'on peut tous vivre, que de nombreux athlètes peuvent vivre après une grosse séance d'entraînement, après un stage par exemple, ou c'est quelque chose qu'on va rechercher pour surcompenser après derrière. On va sûrement en parler juste après. Et puis après, ça va se décliner en fonction du temps d'installation, des problématiques de récupération derrière. Bah, ça peut aller jusqu'à des stades qu'on appelle de fatigue fonctionnelle, non fonctionnelle, donc l'overreaching en anglais, dans la terminologie anglaise. Donc là, c'est des états de fatigue qui sont un peu plus prononcés, un peu plus marqués, avec des désadaptations à l'effort qui sont un petit peu plus importantes. Et on le verra peut-être après dans les traitements, la récupération, le diagnostic est un petit peu plus compliqué et la prise en charge est un peu plus longue pour des retours à des états normaux, enfin des états de non-fatigue. Et puis après, jusqu'à l'extrême qu'on appelle le syndrome du surentraînement, donc l'overtraining, pour son acronyme anglais. Donc là, c'est vraiment l'autre bout de cette fresque de continuum. Et l'overtraining syndrome, c'est vraiment un état de dépassement physiologique de l'organisme. On le verra après si on entre dans la définition de ce qui se passe au niveau de l'organisme. Mais vraiment, on a le système en gros neuro-hormonal qui ne répond plus à l'effort. Et là, malgré des périodes de repos qui peuvent être longues, hein, de plusieurs semaines, mais l'organisme n'arrive toujours pas à s'adapter à ça. Et donc, ça nécessite des mois, voire des années, ça se compte en années parfois, de récupération. Donc vraiment, voilà, c'est une fresque, un continuum entre la fatigue fonctionnelle, l'overreaching et donc la fatigue non fonctionnelle, et puis l'overtraining syndrome. Et tout ça, c'est très difficile sur le plan diagnostic de savoir à quel endroit on est, et c'est un des enjeux majeurs d'ailleurs des sports d'endurance, de savoir quand on entraîne notre athlète, oui, je cherche de la fatigue pour qu'il surcompense, mais à quel moment je vais surfer sur cette corde là, corde sensible, et il faut surtout pas que je bascule de l'autre côté. Donc voilà pour les grandes définitions. Et quand tu parles de l'autre côté, justement, c'est à quel moment? Parce que comme tu l'as dit, en tant qu'entraîneur et athlète, on va rechercher la fatigue, en tout cas dans une certaine mesure pour progresser. À partir de quel stade, tu as décrit plusieurs stades, et à partir de quel stade c'est problématique, et à partir de quel stade c'est plutôt une bonne chose et plutôt recherché.
C'est difficile. Ta question est très difficile parce que je pense que c'est ce qui fait les grandes discussions des spécialistes des charges d'entraînement, de nous aussi au niveau médical. Nous, c'est plus sur le plan diagnostic et prise en charge. En fait, dans les sports d'endurance, plus tu vas augmenter vers des niveaux importants, plus les gens vont se professionnaliser, plus ils vont avoir du temps à consacrer à leur discipline, et plus on va découler vers des volumes d'entraînement, des charges internes, externes. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais bref, des grosses charges d'entraînement. Et là, effectivement, la grande question, c'est à partir de quand, oui, mon athlète, je veux qu'il fatigue pour qu'il surcompense. À partir de quand, c'est pas normal. Je pense qu'à partir de l'overreaching non fonctionnel, c'est pas normal. Après, la grande question, c'est quels sont les signes qui vont nous faire dire, ok, il rentre dans cet état, versus non, il s'adapte. On va en parler peut-être juste après, hein, des différents marqueurs. Ce qui est compliqué à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de marqueur très spécifique de ces états-là. C'est-à-dire, on n'a pas un dosage sanguin, un test d'entraînement, un symptôme clinique, un test, un outil, en tout cas, qui va nous permettre de dire, tiens, il est bien, là, il est pas bien. Il y a pas mal de boîtes qui développent d'innombrables outils qui vont analyser plusieurs paramètres de l'organisme. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus l'utilisation de plusieurs outils, qu'ils soient de l'entraînement, de la biologie, voire des outils un petit peu plus, on va dire, de charge d'entraînement. Tous ces outils-là qui, mis bout à bout, vont faire une espèce de complexe d'interprétation de données et qui là vont renseigner de manière la plus précise. Étant donné ce manque d'outils spécifiques, on va utiliser un panel d'outils pour se dire là mon athlète s'adapte ou s'adapte pas. Mais encore une fois, la question c'est même pas est-ce qu'il s'adapte, il s'adapte pas. La question c'est est-ce qu'il s'adapte par rapport à ce que je lui demande. Parce que quand tu fais une charge d'entraînement, par exemple un stage d'entraînement de début de saison, oui, il va se désadapter, mais c'est normal, c'est ce qu'on recherche. Quand tu vas faire un stage en altitude, oui, il va se désadapter, mais c'est normal, c'est ce qu'on recherche. Par contre, est-ce qu'il va se désadapter de manière anormale? Ou alors l'autre question, c'est qu'il est dans une phase de récupération, est-ce qu'il va récupérer de manière normale? En fait, c'est plus ça les questions que vraiment à quel niveau je me situe. Vraiment, je pense que l'enjeu, il est là. C'est moi entraîneur, moi médecin, on est dans telle phase de son entraînement, de sa planification, de sa périodisation, et est-ce qu'il va s'adapter ou pas? C'est la grande question. J'ai pas de réponse spécifique à te donner là. Il y a une réponse physiologique, on peut donner des définitions, à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, mais après en termes d'outils, c'est très compliqué d'avoir un outil qui se dégage. Voilà. Ok, et ben on va revenir après justement sur les différents marqueurs qu'on peut regarder, donc si j'ai bien compris en les croisant. Mais avant ça, est-ce que tu as vu beaucoup de syndromes de fatigue, on va dire, problématiques au cours de ton parcours, que ce soit chez les professionnels ou avec des publics amateurs? Je sais que tu es aussi beaucoup en course à pied, voilà, que ce soit en vélo ou en course à pied, est-ce que c'est quelque chose que tu croises couramment? Alors, oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, quand on va rentrer tout à l'heure un peu plus dans ce qu'est réellement un surentraînement, ce qui est réellement le diagnostic d'un surentraînement, et surtout ce que n'est pas un surentraînement, on va se rendre compte que finalement, autour de nous, que vous soyez entraîneur, que vous soyez professionnel de santé ou athlète, vous allez tous me dire de prime abord, et quand j'interviens sur ces thématiques-là, tout le monde me dit bah oui, moi j'ai déjà vécu un surentraînement, j'ai déjà été en surmenage, machin. L'athlète professionnel, on peut le comprendre. L'athlète amateur, il va dire bah oui, mais moi j'ai un mode de vie qui fait que je travaille, j'ai des enfants. Oui, je suis en surcharge, mais en fait, on va se rendre compte que finalement, le surentraînement, c'est quand même très précis au niveau de ce qui se passe dans l'organisme. Et finalement, moi personnellement, j'en ai vu très peu. Je pense que j'en ai vu 3 dans ma carrière de réels surentraînements. Là, je parle même pas d'overreaching, je parle de surentraînement. J'en ai vu que 3 dans des sports qui ont des composantes physiologiques quand même relativement importantes. Là, je vais faire une petite dichotomie qui nécessiterait quand même de la nuance, mais je vais la faire pour bousculer un peu les idées. Je pense qu'on voit beaucoup plus de surentraînement dans des sports portés que dans des sports non portés. Typiquement, je vois beaucoup plus de syndrome de surentraînement et d'overreaching chez des cyclistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, mais plus chez des pros, bien évidemment, ou des triathlètes, que chez des coureurs à pied purs et durs. Pourquoi? Parce que les coureurs à pied vont passer plus de temps à s'entraîner en course à pied, et avant d'arriver à des états de dépassement physiologique, souvent ils vont se blesser avant, ils vont avoir des blessures musculo-tendineuses, ce qui est très courant chez les coureurs à pied. Et donc du coup, on arrivera plus rarement à des états de dépassement. Alors je mets des nuances à ça, puisque maintenant on a des trailers, moi je suis des trailers de haut niveau, qui vont avoir des charges d'entraînement en sport porté qui sont importants. Ils vont faire du ski de fond, du ski alpi, ils vont faire du vélo, beaucoup de vélo.
plus de 50, 60, 70% de leur volume d'entraînement dans des sports portés. Donc ils vont quand même arriver à des états de dépassement, mais globalement c'est quand même plus sur des sports portés. Donc le cyclisme, il est pourvoyeur d'un nombre de surentraînements qui doit être relativement important par rapport aux autres sports. Alors après, le vrai surentraînement, c'est très très rare. Je rebondis sur ce que je disais juste avant, j'ai oublié de dire quelque chose, mais dans l'adaptation, la non-adaptation, je pense il y a un terme physiologique qu'on appelle l'hormèse, Hormese. C'est pas l'homéostasie, c'est pas pareil. L'homéostasie, c'est la capacité de retourner à un état antérieur d'une cellule, d'un tissu, d'une fonction. L'hormèse, c'est la capacité de s'adapter à un nouvel état. Et en fait, l'hormèse d'une cellule, d'un tissu, d'une fonction de l'organisme, entre guillemets, ben c'est ça qui va être dépendant du fait qu'on s'adapte ou pas. Et en gros, un organisme, il va être hormétique, il va s'adapter s'il a toutes les conditions mises autour de lui pour pouvoir s'y adapter. C'est pour ça qu'il n'y a pas une définition pure et dure, parce qu'il y a des athlètes qui vont mieux récupérer de d'autres, il y en a qui vont mieux s'alimenter. L'alimentation, la nutrition a un impact très important sur les capacités d'adaptation de l'organisme. Le sommeil, tous les éléments de récupération ont des impacts hyper importants sur la capacité de l'adaptation de l'organisme. Et donc vraiment, c'est pas je m'entraîne 8 heures, après je suis en surentraînement, je suis en overreaching, parce que c'est très individuel en fonction de l'hormèse. Donc pour revenir sur le débat d'avant, et ce que j'en vois souvent, finalement, étant donné que la définition est complexe, que souvent les gens, les athlètes, les coachs me sollicitent pour des états de fatigue et que dans 98% des cas, il y a d'autres explications que le surentraînement à des états de fatigue. Ça peut être un burn-out professionnel, un surmenage professionnel, ça peut être une carence de sommeil, on va y venir peut-être après, tout ce qui n'est pas un surentraînement. Et puis en fait, au final, quand on a éliminé tout ça, et puis qu'on en arrive au vrai surentraînement, bah, moi je te dis, j'en ai vu 2 ou 3, allez peut-être 4 dans ma carrière, mais vraiment très très peu, chez qui on est allé très loin dans les investigations et on a dit, bon bah ok, là c'est vraiment un surentraînement. Et une fois qu'on a fait ça, ben après derrière, mettre une étiquette sur un diagnostic, c'est très bien. Et après, ben tu verras, on en parlera peut-être à la fin, mais la prise en charge, c'est un peu catastrophique dans le sens où quand tu vas dire à un athlète qu'il est surentraîné, ben la suite, elle est très complexe pour au moins sa saison sportive, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Non, mais c'est super, super intéressant. Ça a l'air super complexe aussi. Et justement, quand tu vas avoir quelqu'un qui va venir pour une suspicion alors de surmenage non fonctionnel ou de surentraînement, par quelles étapes tu vas passer? Comment tu le détectes? Alors, ça peut être toi tout seul ou toi dans le staff d'une équipe. Voilà, vous passez par quel stade et quel marqueur vous allez regarder spécifiquement? Alors, ce qui est très complexe, c'est que tu as la théorie que je vous décris aujourd'hui et il y a la pratique. Et la pratique sur le terrain, alors je vais prendre l'exemple d'un cycliste pro que j'ai eu dans mon équipe chez BNB qui a mis un terme à sa carrière pour surentraînement. Donc cet athlète-là, en fait, si tu veux, ces athlètes-là, mais cet athlète-là en particulier, il se présente rarement avec la définition typique du surentraînement. C'est-à-dire, il va pas se présenter cliniquement en je m'entraîne à fond, beaucoup, je suis fatigué, je récupère pas bien. Ouais, il y a ça, mais souvent il y a d'autres petits trucs, et souvent, quand on va faire un premier bilan, on va découvrir des choses et on va les attribuer, son état de fatigue et de contre-performance, on va l'attribuer à ces petites choses qu'on découvre, et puis on va se rendre compte qu'en les traitant, ça va toujours pas, et puis c'est que secondairement qu'on va se dire, bah en fait c'était peut-être un surentraînement et cette petite chose n'était peut-être que simplement la conséquence d'un surentraînement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, la présentation clinique, elle est très difficile. Vraiment, initialement, elle est très difficile chez les sportifs d'endurance. Et on va pas penser à ça au début. Il va y avoir ce qu'on appelle un retard diagnostique. Je pense que dans tous les cas de surentraînement qui ont été décrits dans les sports d'endurance, c'est très rare où le mec il a été diagnostiqué dans les 3-4 premiers mois. Souvent, ça a traîné un petit peu. On a tout fait. On a fait des périodes de repos, on a fait des prises de sang qui ont montré une petite carence en fer, par exemple, on a traité ça, et puis il y a une petite réactivation de mononucléose, c'est peut-être ça. Et puis en fait, on se rend compte que malgré tout, malgré toutes ces découvertes-là, bah, l'athlète continue à être contre-performant et donc ça prend du temps, on a un certain retard diagnostique. Donc ça, c'est la première chose. Sur le terrain, c'est pas simple. Et ça se présente rarement comme ça. Alors après, comment on va procéder? Et c'est le cœur de mon travail. Quand on a un athlète qui rentre dans la définition, donc je reviens juste un petit peu sur la définition parce que c'est important. La définition, c'est un athlète qui va avoir une altération de ses performances malgré un entraînement cohérent. Donc ça veut dire que notre athlète, on l'entraîne de manière cohérente par rapport à ses antécédents, par rapport à ce qu'il a pu faire les années précédentes, les saisons précédentes, par rapport à ce qu'il doit faire. Il est bien dans sa planif, dans sa périodisation, dans son bloc, je sais pas moi, d'endurance. On est en bloc d'endurance de début de saison, il bosse comme il faut.
il a des paramètres qui au début vont répondre de manière complètement cohérente et normale. Mais par contre, la première puce à l'oreille, c'est que ben, il récupère moins bien. Il commence à fatiguer et il s'adapte pas aux charges d'entraînement qu'on va lui donner. Pas sur un entraînement aigu, c'est-à-dire qu'il fait 1 ou 2 jours tranquille et on va lui demander de faire des intensités, il s'y adapte très bien. C'est plus sur un bloc, sur plusieurs jours. Typiquement, en cyclisme, on va pas voir ça sur un stage de début de saison parce qu'il arrive, il se remet en route, il est un peu largué dans le groupe, mais bon, globalement ça va, on va dire qu'il nécessite encore plus d'entraînement. C'est plus sur les premières courses de la saison. Sur des courses d'un jour, il va bien aller, mais sur des courses de 3, 4, 5 jours, il va commencer à s'écrouler. Et ça, c'est vraiment typique, c'est l'organisme qui répond vraiment pas à la succession des charges d'entraînement et surtout les charges intensives, donc on verra plus ça en compétition. Voilà. Donc la présentation, elle se fait comme ça. Et souvent, ben, le coach, il va dire, alors c'est pas, je suis désolé, hein, Rémi, je dis pas ça pour toi, mais c'est pas une mauvaise remarque, mais souvent un athlète qui est contre-performant et puis qui semble quand même s'entraîner de manière normale, la première des réactions, c'est dire, bon, on va faire un peu de repos, ce qui est complètement légitime. On va dire, bon, bah, il est contre-performant, on va te mettre un peu de repos, on va refaire un cycle. Puis en fait, ça va pas aller. Et là, du coup, la deuxième réaction, c'est de te dire, mais attends, t'as fait du repos, tu t'entraînes pas bien, tu récupères pas bien, bah, c'est peut-être parce que tu en mets pas assez. Donc on va réaccélérer un petit coup plus vite. Et tu vois le cercle vicieux, si le mec il est en surentraînement, si t'en mets encore plus, ben il va s'enfermer vraiment dans ce cycle-là. Et ça, c'est des réactions qui sont tout à fait légitimes au début. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, je comprends pas, t'as peut-être une carence, t'as peut-être quelque chose, et là on va contacter le doc. Et moi j'ai pour habitude de faire un fonctionnement pluridisciplinaire. Chaque athlète qui est fatigué ou qui a des troubles de récupération ou qui ne tolère pas les charges d'entraînement telles qu'elles étaient prévues, moi, je vais aller toquer à la porte des entraîneurs. Alors, dans un staff médical de haut niveau, c'est très bien parce qu'on fait des staffs très réguliers et on a les entraîneurs, les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les nutritionnistes, on a tout le monde sur place. Donc, c'est vrai que c'est très très simple pour échanger. Après, dans le milieu moins professionnel, dans le milieu amateur, bah, faut aller contacter, faut échanger. Je pense que vraiment, ça va être le maître mot de cette intervention du jour. C'est un échange pluridisciplinaire autour de l'athlète. C'est à la charge des entraîneurs, mais des médecins aussi, hein. Il faut vraiment qu'on se concerte. Et puis du coup, c'est de se dire, bon, bah moi, ma première réaction chez un athlète qui est fatigué, c'est t'en es où dans tes charges d'entraînement? Il faut que j'ai un aval de l'entraîneur. Alors avec la complexité que souvent l'entraîneur, il veut pas dire que c'est de sa faute, donc il dit non, non, mais il s'entraîne très bien, je comprends pas. Le médecin, il veut pas dire que c'est de sa faute, il dit non, non, mais j'ai rien découvert sur ma prise de sang classique, mais parce que t'es peut-être pas allé assez loin. Enfin bref, je pense qu'il faut être tous un petit peu mettre carte blanche sur table et vraiment se poser les bonnes questions avec l'athlète. Et donc du coup, moi, ma première réaction, c'est ça, c'est d'aller voir les charges d'entraînement, c'est discuter avec l'athlète, c'est discuter de tout ce qui se passe autour de l'athlète. Donc c'est ce qu'on appelle l'examen clinique, c'est l'interrogatoire. C'est est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, ta libido elle est comment, ton sommeil il est comment, je viens d'en parler, pardon, mais ton comportement, est-ce que tu sens que tu récupères bien sur le vélo, comment t'es, enfin il y a plein de marqueurs à aller regarder. Vraiment le sommeil c'est un des marqueurs assez intéressants au niveau clinique, soit dans le trop, soit dans le pas assez, soit dans la qualité du sommeil, des athlètes qui dorment bien mais qui ont l'impression d'avoir des nuits qui sont pas assez réparatrices. Ça, c'est un des premiers signes assez intéressants. Et puis après, ben, je demande si l'athlète utilise des marqueurs cardiovasculaires, on y viendra peut-être juste après, à l'effort ou au repos, qui peuvent être des indicateurs assez intéressants aussi. Et puis moi, je vais assez rapidement sur des prises de sang. Pourquoi? Parce que je t'en ai parlé juste avant. Avant de dire que c'est un surentraînement, on va essayer d'éliminer tout ce qui n'est pas un surentraînement ou un overreaching. Et chez l'athlète de l'endurance, tu as 10 000 causes, j'exagère un peu, mais tu as 10 000 causes qui peuvent expliquer qu'un athlète est fatigué et ne performe pas bien avant de dire que c'est un surentraînement. Je sais pas si tu veux qu'on les liste là, mais faut aller voir un médecin, il faut faire une prise de sang à un moment donné, c'est quasiment sûr, parce qu'il faut savoir est-ce que mon athlète n'a pas une maladie X ou Y, un problème hormonal, un problème infectieux, une carence, est-ce qu'il n'a pas, là on va rentrer un peu plus dans la nutrition, mais un déséquilibre énergétique, est-ce qu'il a vraiment ce qu'il faut pour carburer à l'effort? Est-ce qu'il n'a pas des problèmes micronutritionnels? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il n'a pas, au-delà de la quantité d'aliments et de l'énergie, mais est-ce qu'il n'a pas un déséquilibre micronutritionnel de la qualité de ces aliments? En particulier tout ce qui est apport lipidique, glucidique de qualité, protidique, et tout ce qui est stress oxydatif, équilibre inflammatoire, paroi intestinale, microbiote, dysbiose, tout ça c'est hyper intéressant, mais il faut aller enquêter là-dessus.
des infections X ou Y, des réactivations infectieuses, ça c'est important parce que des fois on a des infections à mononucléose, la fameuse maladie de Lyme, on en entend parler, la toxoplasmose, des réactivations herpétiques, le CMV, on a pas mal de virus. Et bref, tout ça, ça nécessite quand même à un moment donné d'aller faire une prise de sang pour aller voir tout ça. La carence, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la plus fréquente chez le sportif d'endurance et surtout chez la sportive d'endurance, c'est la carence en fer. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller enquêter et pas rester à une simple ferritine. Alors, on pourrait rentrer dans les détails, mais sur les prises de sang classiques, de laboratoire classiques, je pense qu'elles ne sont pas suffisantes dans l'enquête étiologique médicale. Il faut aller plus loin, il faut aller voir des médecins du sport qui connaissent cette thématique-là. Je prêche pas pour ma paroisse, mais il faut aller voir des médecins du sport qui ont une appétence pour les sports d'endurance et qui vont aller savoir rechercher tout ça. Et puis après, il y a tout le côté psycho aussi qu'il faut aller enquêter. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien les staffs pluridisciplinaires, parce que les psychologues du sport, les préparateurs mentaux sont hyper importants, parce que ben, si l'athlète il est stressé, il est anxieux, il est en dépression, il vient de quitter sa femme, il est en fin de contrat, je sais pas moi, il y a eu un deuil dans sa famille, tout ça, ça peut jouer aussi sur ça. Et puis ensuite, il faut enquêter sur toutes les qualités de récupération de l'athlète. Donc ça, je me mets en lien avec les coachs parce qu'on pense souvent à l'entraînement, on ne pense pas assez souvent à la récupération. Et ça, c'est important. Donc quand tu vois tout ça, quand tu mets carte sur table tout ça, quand je reviens à ta question initiale qui est de me dire bah, comment tu fais, et ben moi en fait, la première des choses, je vais voir l'entraîneur, je vais voir le préparateur mental, le nutritionniste s'il y en a un, je vais surtout voir l'athlète et je vais lui poser des questions dans tout ça. Je vais souvent faire une prise de sang, même quasiment régulièrement. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui explique le surentraînement. Et puis après, je mets de marqueurs qui vont m'aider dans le diagnostic. Un des marqueurs que j'utilise souvent, c'est les marqueurs cardiovasculaires. Alors vous, les entraîneurs, vous les utilisez très bien. Et je pense qu'il faut continuer à les utiliser. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat sur la sensibilité, spécificité de chaque marqueur, mais je trouve que, en gros, l'état de surentraînement, c'est un état, quand on reprend la physiologie du truc, c'est un état où l'organisme, il n'arrive pas à réagir à des efforts successifs. Et il y a un problème de régulation hormonale au niveau du système nerveux central sur les hormones du stress, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Il va y avoir des défauts de sécrétion et de sensibilité des organes périphériques à ces hormones. Et en gros, l'organisme va mal s'adapter aux entraînements qu'on va lui demander. Et il y a un des marqueurs au niveau de l'organisme qui est assez intéressant, c'est l'équilibre sympathique et parasympathique. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Et en gros, les surentraînements, ils vont se caractériser par une altération de ce système-là qu'on appelle le système autonomique. Et souvent, on a un frein parasympathique qui est assez important. Donc moi, enfin, c'est pas moi personnellement qui utilise, mais je vais demander à mes athlètes et je vais discuter avec les coachs pour avoir des petits marqueurs qui peuvent m'aider, m'orienter. La fréquence cardiaque de repos, c'est un truc assez intéressant. Le HRV, je pense que vous avez sûrement plein d'intervenants qui parlent de ça. Vous avez pas mal de podcasts sur le sujet, mais moi, je trouve ça intéressant. La fréquence cardiaque de récupération après un effort intensif, c'est aussi intéressant. Alors après, la fréquence cardiaque max, elle est assez variable en fonction des athlètes. Mais tous ces outils-là, moi, je vais les utiliser, mais plus d'un plan médical que d'un plan d'entraînement, en fait. Et je vais les utiliser. Après, j'utilise pas mal de monitorage de stress oxydatif qui peut m'aider aussi un petit peu au niveau sanguin. J'utilise quelques tests. Nous, en médecine, on utilise des tests psycho qu'on appelle le POMS ou le Rescue Sport. Je sais pas si c'est des choses qui sont coutumes dans l'entraînement, mais nous, on peut les utiliser. Ça peut l'être. Et puis après, il y a des biologies. Alors là, je parle pas de biologie pour éliminer ce qui n'est pas un surentraînement, hein. Je parle de biologie pour essayer de savoir ce qu'est un surentraînement. Le rapport cortisol-testo qui peut être intéressant dans le sang. Mais C'est-à-dire pas concrètement une cortisol élevée avec une testostérone effondrée ou Par pas exemple, forcément. ouais, mais c'est même pas un cortisol élevé avec une testostérone qui descend, c'est ce rapport qui va se modifier, le rapport testo-cortisol. Donc si la testo elle descend et le cortisol il augmente, ça fait un rapport qui globalement va descendre, numérateur, dénominateur. Et en gros, si ce rapport il descend, ça peut être un des états, un des marqueurs qui n'est pas le plus spécifique, parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui expliquent ça, mais un des marqueurs qui explique que l'organisme se fatigue à l'effort. Et donc ce marqueur-là, le gros problème, c'est que c'est comme le HRV, il faut pas le faire qu'une fois comme ça, puis dire ah putain, il est bas. Non, en fait, il faut avoir un certain recul. Dans le sport professionnel, on a des prises de sang régulières, on peut se permettre d'avoir un petit recul.
Dans le sport amateur, on n'a pas des prises de sang tous les mois ou tous les 15 jours qui nous permettent de dire ça. Donc ça, c'est le premier problème des prises de sang qui veulent faire le diagnostic du surentraînement. Et l'autre problème, au-delà du fait de la régularité, c'est la temporalité. Avoir une prise de sang tous les 15 jours pour dire ah ben là il est peut-être fatigué, c'est presque un peu trop tard ou pas adapté à nos charges d'entraînement. Je pense que des marqueurs extérieurs, on parlait des marqueurs cardiovasculaires, vont être plus sensibles, plus spécifiques et plus réactifs aux charges d'entraînement qu'on va mettre à l'athlète et plus simples de réalisation que de faire des prises de sang. Enfin, des prises de sang, des prises de sang, des prises de sang. Tu vas pas aller au laboratoire tous les 2 jours faire des prises de sang. Donc, si on regarde au niveau sanguin, si on va être jusqu'au boutiste, au niveau scientifique, il y a un marqueur, c'est rapport testo-cortisol qui est intéressant. Tout le reste, tu peux le mettre à la poubelle parce que c'est pas assez sensible et spécifique. Que ce soit les marqueurs de l'inflammation, que ce soit les marqueurs du métabolisme glucidique. Il y en a qui sont amusés à regarder si la glycémie à jeun elle était modifiée. Des marqueurs de métabolisme lipidique, la gréline, certaines hormones dans le sang, la leptine. Pareil, c'est pas très sensible. Les hormones, on va y venir juste après, c'est intéressant. Mais si tu fais un test hormonal au repos, ton athlète, il va répondre normalement. Que tu étudies le cortisol, que tu étudies l'adrénaline, la noradrénaline, l'axe gonadotrope, donc le fonctionnement de la testostérone chez l'homme et des œstrogènes et de la progestérone chez la femme. Ça, si tu fais un test au repos dans n'importe quel laboratoire, ça va globalement être normal. Donc c'est des tests qui ne sont pas très intéressants. Après, quand tu suspectes un surentraînement, c'était peut-être ta question suivante, il y a le test entre guillemets ultime. Moi, quand j'ai suspecté ça cliniquement, que l'entraîneur me dit ouais, c'est pas normal, il s'adapte pas alors qu'on fait quand même un plan qui est cohérent. 3, que j'ai des signes cliniques qui m'y font penser. 4, que j'ai éliminé tout ce qui n'était pas un surentraînement. Donc infection, carence, machin, tout ce que je t'ai dit avant. Problème nutritionnel, problème psychologique, ça c'est difficile à éliminer parce que des fois dans le surentraînement, il y a des problèmes psychologiques. Quelqu'un qui est surentraîné, c'est quelqu'un qui dort pas bien, qui est un peu irritable, qui est un peu déprimé. Donc quelle est la poule, quel est l'œuf? Très compliqué. Mais bref, dès que tu as éliminé tout ça, ensuite tu te dis, ok, c'est peut-être un surentraînement, comment sont mes marqueurs cardiovasculaires à l'entraînement, mes tests de performance et tout. Ouais, ouais, ça y fait penser. Mes prises de sang, j'ai un rapport testo-cortisol qui est un peu bas ou qui décroît. J'ai rien d'autre à me mettre sous la dent. Bah là, je pense au surentraînement. Ok. Et là, il y a un test qui est assez intéressant, qui se fait pas partout, qui se fait dans certains centres de médecine du sport. C'est des tests hormonodynamiques. Donc en gros, l'idée, c'est d'aller étudier cet axe qu'on dit l'axe du cortisol. Pourquoi on dit que c'est un axe? Parce qu'en fait, toutes les hormones dans le corps, elles sont régies par le cerveau, une certaine zone du cerveau qu'on appelle l'hypophyse et l'hypothalamus. C'est des glandes qu'il y a dans le cerveau qui vont sécréter des pro-hormones, qui vont aller sur des organes périphériques, qui vont, elles, sous stimulation de ces pro-hormones, sécréter des hormones. Donc par exemple, le cortisol, c'est une hormone et c'est l'ACTH, qui est la pro-hormone qui va stimuler sa sécrétion. Donc tout ça, ça fait des axes. Donc tu as l'axe du cortisol, tu as l'axe de l'hormone de croissance, tu as l'axe de l'hormone sexuelle chez l'homme et chez la femme, tu as l'axe de l'hormone thyroïdienne, tu as l'axe de l'hormone lactotrope pour le lait pendant l'allaitement chez la femme. Enfin, tu as plusieurs axes hormonaux dans l'organisme. Et donc, ce qui nous intéresse dans le surentraînement, c'est l'axe corticotrope avec le cortisol et un petit peu gonadotrope, mais surtout corticotrope. C'est vraiment celui-là, le cortisol, parce que le cortisol, c'est l'hormone de réponse au stress. À chaque fois qu'on fait un effort, en fait, l'organisme, il va stimuler la sécrétion de cortisol pour qu'il aille se mettre sur le cœur, les vaisseaux et tous les organes périphériques pour pouvoir faire un effort. Et donc, ce qu'on fait, on fait des tests hormonaux, mais pas au repos, comme je t'ai dit tout à l'heure, on fait des tests hormonaux qui sont dynamiques. Et là, en gros, on fait une prise de sang au repos, on va demander à l'athlète de faire un effort. Juste après cet effort, on va doser ces hormones-là. Ensuite, on va laisser une petite période de repos de 2, 3, 4 heures. Et on va faire un deuxième test juste après. On va redoser les hormones au repos et les hormones à l'effort. Et là, on va regarder comment ces axes réagissent. Et on va, pour conclure très rapidement sur ce diagnostic-là, on va se rendre compte qu'à un effort, que l'athlète soit en fatigue fonctionnelle, en overreaching ou en overtraining, globalement, les hormones, elles vont réagir de la même manière. Par contre, dès qu'on va demander un deuxième effort, donc en fait ça va réagir bien, elles vont être sursécrétées, et puis au repos elles vont revenir à un état basal normal. Et un deuxième effort, c'est très schématique ce que je te dis, mais globalement c'est ça, hein. Et un deuxième effort, l'athlète qui va être fatigué, mais fatigue fonctionnelle, c'est-à-dire il va être fatigué parce qu'il a du stress dans sa famille,
parce que j'en sais rien, moi, il a des grosses charges d'entraînement, mais voilà, il est en fatigue fonctionnelle. Lui, au deuxième effort, il va réagir quand même s'il se sent nul, même s'il performe pas bien, il va quand même réagir bien. Donc cet athlète-là, tu vas te dire, bah ok, c'est bon, il faut 2-3 jours de repos, il faut qu'il aille voir sa femme et qu'il se rabiboche, j'en sais rien, mais voilà, et ça va aller, ou qu'il dorme mieux, qu'il récupère mieux. Par contre, l'athlète qui est en overreaching, on va voir un émoussement de la réponse. C'est-à-dire que le cortisol, il va pas réagir complètement au niveau précédent. En fait, on fait un delta entre le premier niveau de réaction et le deuxième niveau de réaction. Et sur le premier test, l'athlète, ils répondent tous comme ça. Sur le deuxième, l'athlète qui est en fatigue fonctionnelle mais classique, il va répondre comme ça. L'athlète qui est en overreaching, il va répondre un peu moins. Et souvent, l'athlète qui est en overtraining, il va pas répondre du tout. C'est-à-dire qu'au deuxième effort, juste après, j'ai 2 exemples en tête là, mais il y en a un, concrètement, il arrivait quasiment pas à sécréter de cortisol. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait pas faire un deuxième effort. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça illustre ce qu'on voit en pratique, c'est-à-dire qu'un athlète qui est en surentraînement, il va se mettre au repos, il va refaire un effort, ça va bien aller, il va même pouvoir passer des intensités, hein. Mais par contre, il va faire un deuxième effort, ça va pas aller. Un troisième, un quatrième, ça va pas aller. Donc souvent, c'est un athlète, quand tu reprends un peu l'entraînement, tu fais une petite pause d'une semaine, 3-4 jours, il va reprendre, puis ça va bien aller. Tu vas dire, oh ben nickel, il se réentraîne. Puis en fait, plus tu vas mettre des blocs de charge, plus ça va recommencer à faire comme ça. Ou alors tu vas le mettre en compétition d'un jour, ça va aller, mais en compétition de 2, 3, 4 jours, ça va faire comme ça. Et ça, c'est assez Ah, je me typique. souviens bien de cette, excuse-moi, hein, je te coupe, hein, mais Ouais, il me semble que je sais de qui tu parles et je me souviens qu'un des athlètes, en tout cas, qui a été diagnostiqué en surentraînement, je me souviens ouais. très bien qu'en course à étapes, ça répondait normalement, voire bien les premiers jours, et ça s'écroulait tout de suite derrière. Et pareil quand il faisait des gros blocs d'entraînement. Et donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis d'un point de vue hormonal. Mais ça, on le constatait, même d'un point de vue entraînement, fréquence cardiaque, puissance, etc. Et ce qui corrobore ça encore plus, c'est que c'est pas, j'arrive pas à faire un effort intensif, c'est j'arrive pas à m'adapter à l'effort. C'est-à-dire que l'athlète dont on parle là, il arrivait même pas à suivre le peloton en fait. C'est un effort qui est compliqué. Et souvent, l'autre complexité qu'il y a dans ça, c'est qu'un athlète qui est fatigué, on n'a pas tous accès à ces tests-là. Je vais revenir dessus après comment ça se fait en pratique, où ça se fait. Mais en gros, ils vont voir un médecin, il faut une petite prise de sang. Alors, dans la plupart des cas, on dit surentraînement, alors que c'est pas un surentraînement, c'est autre chose. Mais bref, imaginons un athlète, il est en surentraînement. Moi, chez cet athlète dont on parle là, cet athlète, il avait fait une première pause de 4 semaines, une deuxième pause de 4 semaines, 6 semaines. Cet athlète-là, en plus, sur les prises de sang, on avait découvert une réactivation infectieuse. Donc, initialement, on était parti là-dessus. Il est fatigué, il performe pas, on fait une prise de sang, réactivation infectieuse. On se dit, bah tiens, c'est ça. Tu fais une pause de 4 semaines, le temps que le virus s'élimine, tu reviens tranquillement. Mais en fait, le virus, c'était pas ça la cause. Le virus, en fait, c'était la conséquence. La conséquence d'un état de surentraînement qui affaiblissait son système immunitaire, qui normalement contrôlait ce virus qui est un virus quiescent dans l'organisme, qui là ne le contrôlait plus, donc il faisait des réactivations. La réactivation n'était pas la cause de sa fatigue, la réactivation n'était ni plus ni moins qu'un témoin, un marqueur, un peu comme un HRV qui diminue, un marqueur de la dysfonction immunitaire induite par le surentraînement. Mais ça, on l'a compris qu'après, puisque initialement, tu fais une prise de sang, tu vois une réactivation virale, tu te dis c'est ça. Il fait 6 semaines de pause, le virus, les anticorps, ils ont rediminué, il n'y a plus de virus dans le sang, tu te dis bah alors là, parfait, nickel. Et puis en fait, bah, cet athlète-là, il refait un entraînement, ça va, il refait un petit bloc d'endurance, l'endurance, généralement, ça passe un peu. Dès qu'il remet des intensités, ça commence à être difficile d'enchaîner les jours, puis il se retrouve en compétition, et bam, premier jour nickel, deuxième, troisième jour, il s'écroule. Et là, tu évoques avec le staff, tu dis, mais cet athlète-là, il est sûrement en surentraînement. Et là, on se fout de ta gueule, généralement, parce qu'on te dit, mais comment tu veux qu'il soit en surentraînement? Ça fait 6 semaines qu'il glande rien. Parce qu'en fait, la physiologie du surentraînement, on va y revenir après, 6 semaines de repos, c'est pas suffisant. C'est rien. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a une errance diagnostique un petit peu, c'est que les athlètes, déjà, en premier lieu, il n'y a pas un bilan médical qui permet d'éliminer toutes les autres causes. Je pense qu'il y a une mauvaise prise en compte de tout ce qui est nutritionnel et psychologique qui peut souvent être des causes de fatigue et qui n'est pas réellement un surentraînement. Il y a souvent une mauvaise prise en compte de tout l'environnement psychosocial de l'athlète, son travail, sa vie de famille, la qualité de son sommeil, où souvent c'est ça qui est perturbé, mais on va le mettre sur les causes de la charge d'entraînement, alors que souvent c'est ça. Donc bref, et l'autre problématique, c'est que même quand on arrive dans ces états-là, l'athlète, on va le mettre au repos pas assez longtemps, et il va reprendre,
et il va reprendre, et en fait, il va reprendre, ça va être la même chose. En fait, il va gagner quelques marches d'escalier, enfin, il va monter quelques marches d'escalier vers sa reprise sportive parce qu'il se repose. Mais en fait, il va refaire des entraînements, puis pouf, il va redémarrer à zéro à chaque fois. Le surentraîné, c'est un peu ça, en fait. C'est une espèce de tendinite qui reprend trop tôt. Et ça, Et c'est donc, quatre. concrètement, on peut, excuse-moi encore une fois de te couper, mais Vas-y, vas-y, vas-y. on peut juste parler là du traitement, parce que là, tu vas naturellement. Enfin, tu Ouais. nous dis que 6 semaines, c'est pas assez. Alors, je pense que certains qui nous écoutent doivent se dire, ouais, pourtant, 6 semaines sans sport pour quand tu es sportif d'endurance, ça paraît déjà énorme. Alors, voilà, le traitement du surentraînement et au-delà même du repos, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider? Et puis, en parlant du repos, jusqu'à combien de temps il faudrait aller pour être sûr, en quelque sorte, de sortir? Est-ce qu'on peut être sûr de sortir du surentraînement également? Bah ça, c'est la deuxième problématique. Alors déjà, de bien faire le diagnostic, c'est la première chose. Et la prise en charge, alors juste pour bien faire le diagnostic, je vais en reparler. Les tests dont je vous ai parlé avant, les tests hormonodynamiques, ça se fait dans certains centres. Alors pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous invite à regarder les centres là. Mais moi, j'ai pour coutume d'avoir envoyé ces athlètes chez Romain Meusen, qui travaille à Bruxelles, qui fait ça en Belgique. Je sais qu'il y a des centres en Suisse aussi qui font ça. Je crois qu'à Paris, ils le font. Voilà, mais bon, je pense qu'il faut se rapprocher d'un médecin du sport qui connaît des endocrinologues du sport, parce que ça se fait par ces spécialistes-là. Donc il faut faire ça. Mais dans tous les cas, ça doit passer par la case médecin à un moment donné pour toutes ces prises de sang avant. Une fois qu'on a fait le diagnostic. Excuse-moi encore une Ouais, fois, parce que là, ça m'intéresse vraiment. Donc, je sais qu'il y a un centre en Belgique. Je ouais, n'étais pas au courant qu'il y avait éventuellement quelque chose sur Paris. Donc, en France, on peut retrouver ouais. ce genre de centre qui va faire ce genre de test. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pour coutume de travailler avec Romain Meusen parce que ça a été un des premiers à avoir publié là-dessus, en termes de qualité diagnostique et tout. Enfin, je connais, c'est de la routine pour des athlètes. Moi, si je dois vraiment conseiller un centre expert mondial, je dirais le centre à Bruxelles de Romain Meusen. Voilà. Après, il faut pas envoyer n'importe qui dans ce centre-là. Chaque athlète qui est fatigué, il doit pas aller là-bas. Déjà, c'est sur prescription médicale, forcément, puisque c'est une analyse médicale. C'est comme un examen complémentaire, comme une IRM, quoi. Première chose. Et deuxième chose, euh, il va vous rire au nez si vous envoyez quelqu'un qui est carencé en fer, quoi. Enfin, traite déjà la carence en fer, ça se trouve l'athlète il sera moins fatigué derrière. Enfin voilà, il faut quand même une expertise. Je pense qu'il y a plusieurs échelons. Le premier échelon, c'est vraiment de contacter le plus important, c'est un médecin du sport qualifié dans les sports d'endurance, éventuellement nutritionniste, psychologue, c'est les trois personnes à aller checker en premier, vraiment. Alors après, le nutritionniste et le psychologue, ils vont toujours trouver des petits trucs mais on peut commencer à bosser là-dessus, parce que des fois, il y a des trucs là-dedans. S'intéresser à la récupération, on va y revenir dans le traitement, mais déjà faire ça, ensuite médecin diagnostic, si on a tout éliminé, qu'on n'a aucune explication, là, ok, on en discute avec le médecin du sport, est-ce qu'on n'irait pas dans ces centres-là? Donc à Paris, je crois que c'est à la Pitié-Salpêtrière qui font ça. En Suisse, ça doit être à Genève ou à Chugé, et aux hôpitaux universitaires de Genève. Et à Bruxelles, donc c'est à l'hôpital public de Bruxelles, mais j'ai un petit doute. En tout cas, c'est dans le centre de Romain Meusen. C'est pas que lui qui fait ça, il a toute une équipe, hein. Mais voilà. Après, j'ai une méconnaissance sur peut-être qu'il y a d'autres centres qui font ces tests-là. Et ça mériterait d'ailleurs d'être collégé parce que ça peut vraiment être intéressant. Et donc après sur le traitement, puisque c'était la deuxième partie de ta question, la grosse problématique du traitement, c'est que scientifiquement, on n'a pas d'abac. On se dit pas c'est une angine, ça dure 3 jours et c'est terminé. En fonction de ce continuum-là, la chose dont on est sûr, c'est plus on va aller vers le surentraînement, overreaching, overtraining, plus ça va être long. Les consensus scientifiques disent qu'un overreaching fonctionnel ou non fonctionnel, mais plus tu vas aller vers le surentraînement, c'est des délais de repos qui sont de l'ordre du mois. Enfin, du ou des mois. Donc c'est déjà long, hein. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Quand tu commences à aller à l'overtraining syndrome, quand on met overtraining syndrome, c'est plusieurs mois, voire années. Un overtraining syndrome, tu peux pas, c'est pas un overtraining si en moins de 6 mois il est retapé le mec, c'est pas un overtraining. C'est peut-être un overreaching, juste avant, mais si c'est un vrai surentraînement, c'est-à-dire que sur ces tests-là, il n'a pas une réponse, quasiment pas de réponse, overtraining syndrome, c'est 6 mois minimum, voire un an. Et quand on dit 6 mois minimum, c'est pas 6 mois minimum de ouais, je vais tourner un peu les pattes, je regarde ce qui se passe, hein. C'est 6 mois de repos quasi complet. C'est-à-dire que c'est un athlète qui fait plus d'efforts, parce qu'à chaque fois qu'il va faire un effort, il va restimuler du cortisol, resensibiliser ça. En fait, il va rester dans ce cercle vicieux-là,
Donc en fait, clairement, pour un athlète, c'est une saison blanche minimum, un surentraînement, hein. Mais Ça, tu veux dire, par exemple, qu'on pourrait même pas aller, parce que parfois on entend dire, bah, il faut quand même entretenir le moteur aérobie, faire vraiment de la récupération active, que ça peut aider. Et donc, en fait, là, c'est vraiment du vrai repos et ah oui. même pas de la récupération active. Moi, je pense il faut sortir l'athlète du sport, du compétition et de l'entraînement. Donc l'athlète, il est redevenu une personne qui est sédentaire, qui fait plus de sport. Je dis pas qu'il fasse rien, hein, mais dans sa tête, il fait plus de sport parce qu'on sait comment ça se passe. On est tous sportifs. Les cyclistes qui ont ce genre de diagnostic, c'est pas des cyclistes amateurs qui font une cyclotouriste de temps en temps, hein. C'est des cyclistes qui sont dans un esprit de compétition, d'entraînement, et souvent c'est des professionnels. Le problème, c'est que si tu les laisses dans ce mood-là, ils vont te dire ouais mais je vais quand même faire du repos. On sait tous comment ça se passe. Un cycliste mais qui est au repos, il fait 3 heures de vélo par jour. C'est pas du repos pour l'organisme. Même si c'est juste tourner les pattes à 20 km/h, j'en sais rien, à 25. C'est quand même l'organisme stimule du cortisol, sécrète du cortisol et donc va continuer à entretenir cette désensibilisation périphérique au niveau physiopathologique. Donc c'est vraiment du repos complet, se sortir la tête du sport, c'est-à-dire pendant un mois, 2 mois, on met un cut-off à un moment donné. S'il est en overtraining, par exemple, on va lui dire 6 mois, on ne parle pas d'entraînement avant 6 mois. Peut-être qu'on va aller refaire des tests à 6 mois avant pour savoir comment il réagit. On remet pas ça. Donc on remet tout à zéro. Après, il peut aller marcher, il peut aller se promener. Je dis pas qu'il peut pas aller faire du vélo en famille, faire une petite rando vélo avec les copains au bord d'un lac et tout. Mais en tout cas, c'est pas dans l'esprit compétition. Voilà. Vraiment pas dans l'esprit même entraînement. Parce que on le connaît tous, l'entraînement cycliste, je roule à des copains, puis ça finit par faire les pancartes au bout de 20 km. Donc en fait, non, ça faut vraiment pas le faire. Il faut l'expliquer à l'athlète. Donc ils sortent du mood du sport, de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire expliquer à l'athlète ce qu'il a, les délais et les risques de reprendre plus tôt. Il faut que l'athlète il comprenne ça en fait. S'il n'a pas compris, il va reprendre plus tôt. Puis en fait, au lieu de perdre 3 mois, 6 mois, un an, mais il va peut-être perdre sa carrière complète chez le professionnel. Ou alors, un gars qui est en overreaching, au lieu de perdre 3 mois, 6 mois, ben, il va passer 3, 4, 5, 6 saisons. Puis en fait, va plus jamais revenir à son niveau d'avant. Et c'est dommage. Donc, éducation thérapeutique, faire comprendre à un athlète, clairement, moi je pense, je suis intimement persuadé que dans le traitement, avant de parler de ce qu'on fait, c'est du psychologique. Mais vraiment, c'est une part hyper importante. Le suivi psychologique doit être notable parce que dans les symptômes, enfin, je sais pas si tu imagines, mais un athlète pro ou un athlète qui fait énormément de compétition, de lui dire d'arrêter, c'est dur. C'est dur dans l'athlète parce qu'il a tourné sa vie, surtout s'il est en surentraînement, il a tourné sa vie autour du sport. Donc c'est-à-dire qu'il a l'habitude d'aller s'entraîner, il a l'habitude de prendre sa petite collation de récup, d'aller avec le club, d'aller avec les copains. Son monde social s'est organisé autour du sport. Il va le dimanche, c'est la cyclo de Tataouine machin, ou c'est la compète où je roule en DN1, donc j'ai quand même des objectifs. Et tout ça, on va lui dire stop. Donc le mec qui n'a pas autre chose dans sa vie, qui a pas mis tous les œufs, enfin qui a mis tous les œufs dans le même panier, on va dire ça comme ça, de lui dire du jour au lendemain d'arrêter, sur le plan psychologique, c'est pas facile. Donc on a des dépressions, on a des troubles de l'humeur, on a de l'anxiété, et tout ça, faut le prendre en charge. Parce que peut-être que c'est des symptômes du surentraînement, mais peut-être que ça peut aussi faire perdurer un petit peu ce phénomène-là. Donc ça, c'est hyper important. Dans le traitement, on va veiller aussi qu'au niveau nutritionnel, on a un rééquilibre assez important. C'est-à-dire, c'est pas un athlète où on va dire, parce que souvent l'athlète il se dit, je m'entraîne plus, donc je fais attention à pas prendre du poids. On s'en fout, mais on s'en fout complètement. Mec, pendant 3 mois, 6 mois, tu ne vas pas t'entraîner. C'est même pas tu vas t'entraîner et on verra si tu fais des compétitions. C'est tu vas pas t'entraîner. Donc là, tu te fais plaisir. Enfin, tu te fais plaisir. Il y a l'alimentation santé de base aussi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le moment où il faut dire, bah tiens, je vais faire un entraînement à jeun, le matin, je vais sauter un repas pour faire de l'alimentation à temps restreint, qui est très intéressant dans certains domaines. Enfin voilà, je vais pas compter mes calories. Non, non, tu manges plaisir, tu manges 3 repas constitués, tu te fais plaisir. Enfin voilà, il faut pas se mettre la pine, les compléments, tout ça t'arrête. Enfin voilà, il faut redémarrer à zéro. C'est vraiment ça. Et puis surtout, on va essayer de reprendre une alimentation de qualité parce que souvent c'est ça qui a été oublié. De qualité, plaisir, avec des lipides de qualité, un peu moins de glucides rapides, beaucoup de végétaux, de féculents, les antioxydants, tout ça. Enfin, il y a pas mal de rééquilibrage alimentaire qui peut être intéressant. Donc ça fait psycho, entraînement, rééquilibrage alimentaire, et surtout la grande question, je vois que tu as peut-être ça en tête, c'est de te dire, ok, mais il reprend quand, on fait comment, en pratique, parce que c'est la question de tout le monde. Il faut se donner des cut-offs
Sur un overreaching, on va se donner peut-être 3 mois, 8 semaines, 8, 9, 12 semaines. Sur un overtraining, on va se donner 6 mois. Et après, on va se dire, on va reprendre l'entraînement. Mais on va pas reprendre l'entraînement n'importe comment. Moi, ce que je trouve intéressant à faire, c'est peut-être s'aider de. Déjà, il faut que l'athlète aille bien, cliniquement, qu'il se sente bien, qu'il dorme bien, au niveau du poids, que ça aille bien, qu'il soit pas à moitié en dépression, qu'il dorme bien, qu'il soit dans des conditions biopsychosociales intéressantes. Voilà. Ensuite, il va reprendre l'entraînement. Est-ce qu'il serait pas intéressant, 1 ou 2 mois avant de reprendre l'entraînement, de reprendre du HRV, par exemple, pour justement être un peu plus fin, sachant que dans la tête de ceux qui vont faire du HRV ou des choses comme ça, de monitorage cardiovasculaire, il a été désentraîné. Donc les chiffres au début, ça va être n'importe quoi, hein. Il va avoir 3, 6, 8 mois de désentraînement. Le HRV, au début, il va descendre vachement vite, mais c'est normal. Il faut avoir ça en tête. Les tests de performance, forcément, ton test PMA, ton test 6 minutes, 12 minutes, 20 minutes, au début, ça va être n'importe quoi. Tes tests de force musculaire, ça va être la même chose. Donc, il faut prendre un peu avec modération ça. Moi, je suis assez intéressé, pour ceux qui sont en overtraining, de refaire un autre test hormonal dynamique. Vraiment. Je suis intéressé à faire ça, juste pour voir si le gars qui était en overtraining, c'est-à-dire il répondait pas, s'il répond un peu. Parce que s'il répond toujours pas, moi je le remets pas à l'entraînement, ça sert à rien. S'il répond un Au peu, bout de 6 mois, là, par exemple. par exemple, ouais. Je trouve que 6 mois, c'est un cut-off qui est intéressant pour voir si son axe corticotrope au deuxième effort, il commence à répondre. Ça, c'est vraiment intéressant. Et s'il répond complètement, c'est bien, c'est très rassurant. Donc on va reprendre l'entraînement tout doux au début. En fait, il faut reprendre l'entraînement comme un mec, pas comme un mec qui a fait sa pause de milieu de saison en novembre et puis qui reprend l'entraînement décembre, janvier sur son entraîneur. Il faut reprendre l'entraînement comme un mec qui a quasiment pas fait de vélo. Donc en fait, je pense qu'un mec qui a fait 6 mois de pause, je sais pas si t'imagines, et si les auditeurs imaginent ce que c'est que 6 mois de Un peu, pause, ouais. il va pas être compétitif 3 mois après, vraiment sincèrement. Je pense que c'est un mec, il faut au moins 6 mois de réentraînement bien complet. Enfin ça après je m'en remets aux entraîneurs, hein. Mais pour reprendre les automatismes, s'assurer que ce qu'il fait c'est cohérent, s'assurer de pas refaire les erreurs qu'il a faites et qu'il l'a mené au surentraînement. Et je pense que ça c'est un autre outil important une fois qu'il aura repris, c'est de se dire mais qu'est-ce qui a mené au surentraînement et comment on va tout faire pour qu'au moment où ils reprennent, ils se remettent pas dans ce cercle vicieux-là. Monitorage des charges, c'est très bien et tout, mais on va dire au mec, écoute, avant tu dormais comme un con, t'es en déplacement tout le temps, tu travaillais comme ça. Et ça, c'est peut-être intéressant à pointer du doigt, bien au-delà du fait de reprendre progressivement, qui est très bien, mais voilà. Donc tout ça, ça fait que c'est compliqué, hein, un suivi, une prise en charge d'un surentraînement. Il y a pas de date, c'est-à-dire qu'un athlète surentraîné, il y en a qui vont pouvoir reprendre la compétition au bout d'un an, cohérente, et il y en a, ça se trouve, ils vont pouvoir jamais reprendre la compétition parce qu'en fait, soit ils vont être dans ce cercle vicieux-là, soit au bout d'un an, leurs tests vont encore pas être corrects. Et puis là, ben, pour un cycliste pro, si t'as pas roulé pendant un an, t'as plus de contrat derrière, hein. Et Est-ce que tu as déjà vu des personnes, enfin, tu as parlé de 2 ou 3 cas, je sais plus, de surentraînement, de vrai surentraînement. Est-ce que tu as vu des personnes, des cyclistes donc en l'occurrence, qui ont réussi à dépasser ça et qui ont retrouvé leur niveau d'avant, voire dépassé leur niveau d'avant? j'ai une triathlète en tête qui a réussi à retrouver ça. Le diagnostic, il a été fait de manière un peu hasardeuse au début, donc elle a perdu beaucoup de temps. Une fois que le diagnostic il a été fait complètement, elle a pu reprendre. Elle s'est fait une saison blanche. Il y a eu un gros travail de fait au niveau psycho, un gros travail de fait au niveau de son, parce que c'était, elle avait un travail à côté, enfin voilà, au niveau social en tout cas. Et elle a pu reprendre l'entraînement. Et ce qui était beau chez elle, c'est qu'elle a repris au début en se disant, je ne referai plus jamais du triathlon de manière très intensive. Je vais refaire du triathlon pour le plaisir. Et elle a réussi à se mettre dans ce mood psychologique là au début, donc elle a pu reprendre l'entraînement et le plaisir. Et après, avec les automatismes, elle s'est remise en compétition, elle a pu commencer à reperformer pour arriver à un niveau qui est, à l'heure actuelle, je pense qu'il est quasiment équivalent à ce qu'elle avait avant, mais elle a une toute autre vision de son sport. Mais vraiment une toute autre vision. Alors après, ce qui est peut-être aussi, ce qui a changé pour elle, c'est qu'elle fait du triathlon à un bon niveau. Elle peut être quasiment professionnelle, je pense. Enfin, elle pourrait avoir une structure professionnelle. Mais surtout, ce qu'elle a mis en place à côté, c'est que cet épisode de surentraînement lui a fait prendre en compte, lui a mis dans le crâne tout ce qui était intéressant dans le sport et pas uniquement l'entraînement, mais tous les à côté en fait. Tous les à côté et pas uniquement je récupère bien, c'est déjà de bien enfin, d'en prendre compte, d'en tenir compte de la récupération, mais aussi tout l'intérêt de l'utilité
de tout ce qui va permettre à l'organisme de s'adapter aux charges d'entraînement. L'hormèse, on revient au début du podcast, mais l'hormèse sur le plan alimentaire, sur le plan psychologique, sur le plan gestion du stress et des émotions, sur le plan du sommeil. Et en fait, on se rend pas compte de tout ça, mais c'est tellement important, l'environnement. Et en fait, cette athlète-là, juste pour te dire, elle vivait à Paris avec un travail très prenant et elle a tout plaqué du jour au lendemain, elle est partie en campagne, enfin voilà. Donc elle a réussi quand même, bon, en campagne, elle est dans une ville, mais un peu plus petite, mais elle a réussi à faire des changements dans sa vie. Après, je pense que c'est presque de la philosophie personnelle hein, derrière, mais le surentraînement, ça permet, c'est à un moment donné dur de l'athlète, mais qui permet aussi de rabattre toutes les cartes et de se dire mais qu'est-ce que je veux dans la vie, où c'est que je veux aller. Et l'athlète dont on parlait tout à l'heure, lui, il était en fin de carrière, en fin de contrat, et donc ça a été compliqué pour lui. Donc lui, le problème, c'est que c'était carrément une fin de carrière en fait. Et c'est impossible de retrouver une structure professionnelle qui va te faire re-signer un contrat cycliste quand ta dernière année, tu n'as rien fait, mais tu n'as même pas roulé quoi quasiment. Et en plus, quand pour te justifier de ça, tu as expliqué à tous les journalistes que tu étais en surentraînement, ce qui est très bien, hein, parce que d'un autre côté, au moins, tu as un mot sur tes mots. Mais le gros problème, c'est que va trouver un employeur cycliste où tu dis, bah lui, on va essayer de lui faire signer un contrat alors qu'il est en surentraînement, personne ne va te signer, quoi. Enfin, c'est impossible. Et donc, ouais, non, ça a des conséquences qui sont assez notables. Et dernier exemple, j'ai un exemple, c'est pas un surentraînement, mais c'est un athlète, je peux citer son nom parce que c'est un ami, enfin une connaissance, Vas-y. qui s'appelle Thibaut Barognan, qui est trailer professionnel, enfin professionnel, élite, qui vit de ça en tout cas. Et en fait, il a une citation que j'adore et que j'aime bien. Il a dit: j'ai pu commencer à vraiment progresser dans ma discipline, donc le trail running, le trail long en tout cas, pas quand j'ai amélioré mon entraînement, mais quand j'ai arrêté de travailler, parce que j'ai pu avoir financièrement un équilibre par mes partenaires à côté. Quand j'ai arrêté de travailler, parce que j'ai pu mettre l'importance et j'ai pu mettre un point d'orgue à tous les à côté de mon entraînement. La qualité de ma récupération, la qualité de mon nutrition, la qualité de mon sommeil et de la gestion de mon stress. Il s'est pas entraîné plus, mieux. Il a juste mis vraiment au top tout ce qui était à côté. Et je pense que dans le surentraînement, un des phénomènes vicieux de tout ça, c'est que c'est un athlète qui souvent se dit, bah, je dois m'entraîner plus pour être performant. Une science de l'entraînement qui te dit, bah ouais, mais vas-y, fais plus, fais plus, fais plus. Mais à un moment donné, de faire plus, ben, il faut être sûr que mon athlète soit en capacité de m'adapter à ça. Chez certains, ça va passer, chez d'autres, ça va pas passer. Et donc ça, c'est la clé de la réussite dans le surentraînement. Et une dernière chose par rapport à la prise en charge, je pense que le meilleur des traitements du surentraînement, c'est de ne jamais arriver au surentraînement. C'est la prévention. Parce qu'une fois que tu es au surentraînement, tu as vu le traitement que je t'ai dit là, c'est très aléatoire, très difficile, très long. On n'a pas de garantie de la réussite sur certains mois. Donc en fait, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que mon athlète, il est surentraîné. Et ben, s'il est surentraîné, c'est trop tard. Et on en vient un peu aux problématiques de la médecine du sport. Souvent, on va voir le médecin du sport parce qu'on est blessé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a une carence, parce que je sais pas quoi. Mais en fait, un des enjeux du sport de haut niveau, et moi, mon travail, pour expliquer un peu aux auditeurs, mais mon travail est dans le surentraînement, c'est de tout faire et tout mettre en place pour que les athlètes soient pas surentraînés. Et donc ça, c'est un travail multidisciplinaire et qui est passionnant, mais il faut tout faire pour jamais arriver au surentraînement. Ah, mais c'est justement, tu as devancé mes questions. C'est formidable. Je voulais parler justement de la prévention du surentraînement. Donc, tu as donné des clés. Ce que je retiens, ou peut-être une dernière question, on va dire, ou un dernier conseil pour des sportifs amateurs qui ont peur du surentraînement ou qui peut-être le sont, ou en tout cas se posent la question s'ils le sont ou pas. Si j'ai bien compris, toi, tu conseillerais de s'entourer déjà premièrement de personnes compétentes, que ça soit en psychologie éventuellement, en médecine, en En entraînement. entraînement, Enfin, en moi, entraînement surtout. pour revenir sur mon expérience d'entraîneur, c'est aussi pas toujours simple de trouver tu as parlé de médecins du sport, mais de médecins du sport spécialisés dans les sports d'endurance. Et ça, c'est pas toujours facile de faire rencontrer un athlète et un médecin compétent dans sa discipline. La même chose pour un entraîneur, la même chose pour un psychologue certainement. Mais voilà, donc ça, c'était ma petite remarque à moi, mais peut-être que tu veux rebondir aussi là-dessus. Ouais, ouais. Ben, t'as totalement raison. Je pense que ce qui est important, si on doit conclure un peu là-dessus, mais ce qui est important pour l'athlète, c'est déjà de mettre au centre l'athlète. En fait, c'est l'athlète. C'est l'athlète comme humain et pas comme sportif. Donc déjà, quand on a compris ça, c'est mieux parce qu'en fait, un athlète, c'est avant tout un homme ou une femme. C'est un humain avec
toutes les conditions biopsychosociales, j'aime bien ce mot-là, mais qui est autour, parce qu'en fait, c'est l'art de l'entraînement. Je pense que vous en parlez déjà beaucoup dans le monde de l'entraînement, mais c'est pas parce que la science te dit qu'il faut faire 30 minutes à tel seuil, tel machin et comme ça, que ça va marcher chez tout le monde. En fait, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un art d'entraîner. Donc, je pense que c'est l'athlète et son entraîneur et la relation que tu as avec toi en tant qu'entraîneur, avec ton athlète, mais qu'a aussi l'athlète et sa vie. Je pense qu'il faut s'intéresser à la vie de l'athlète. Vraiment, c'est hyper important. Et je pense qu'on sera beaucoup plus performant dans l'entraînement, dans la prévention du surentraînement, quand on connaît bien son athlète et qu'on connaît sa vie et ses capacités à s'entraîner, que quand on veut être trop dogmatique au niveau de l'entraînement, trop psychorigide à mettre les gens dans des cases, parce que ça marche pas comme ça. Donc déjà l'entraîneur, effectivement un staff autour, je pense que nutritionniste, diététicien, c'est hyper important. Préparateurs mentaux, psychologues, enfin les gens qui s'occupent de tout ce qui est suivi, accompagnement de tout ce qui est composante neuropsychologie en tout cas. Effectivement, médecin, je pense qu'un sportif d'endurance, un médecin pour le suivi simple, basique, ça peut être intéressant. Dans le cas du suivi de micronutrition, moi je me suis spécialisé là-dedans, mais il y a certains diététiciens qui le font aussi très très bien. Donc en tout cas, ça corrobore là-dedans. Et puis médecin, c'est plus aussi dans la prévention des états de surentraînement ou dans le diagnostic, c'est vraiment utile. Et après, il y a beaucoup d'autres gens qui accompagnent ça. Ça peut être les masseurs, les assistants sportifs dans la récupération. Enfin, voilà, tu as pas mal de gens, les préparateurs physiques dans les charges d'entraînement les kinés aussi qui sont très importants parce que nous en tant que médecins on voit pas souvent les gens, les diététiciens non plus, alors que les kinés les voient très souvent dans les rééducations, dans la préparation physique. Donc ça c'est des intervenants de choix, mais aussi la famille, en fait les gens qui entourent l'athlète. Ça c'est hyper important parce que quand on a un athlète dont le sport est problématique dans sa vie, parce qu'en fait sa femme ça la fait chier parce qu'il se casse, ou alors dont la femme justement est intégrée dans le monde de son cercle sportif et va l'accompagner, c'est quand même pas pareil. Et donc je pense que ça, c'est des gens qu'il faut peut-être aussi intégrer parfois dans les discussions. Par exemple, dans la nutrition, l'environnement familial, c'est hyper important. Un athlète qui vient d'être papa, le gros problème, c'est que s'il se réveille 5 fois dans la nuit pour aller donner le biberon à son gosse et tout, ça a un impact notable sur sa vie. Donc c'est tout ça, il faut bien s'entourer. Et ensuite, après, si on veut rentrer dans deux détails qui, à mon sens, sont encore plus importants, c'est bien gérer ses charges d'entraînement et sa récupération. Vraiment, ça, c'est ultra important. Et après, je suis pas le spécialiste là-dedans, mais Rémi, tu es largement plus spécialiste que moi, mais c'est utilisé, parfois on en a besoin. Encore faut-il que l'athlète s'approprie l'outil, que l'entraîneur connaisse l'outil et que cet outil soit fait de manière longitudinale. C'est d'utiliser pas mal d'outils de tests, que ce soit ça. Moi j'ai des athlètes de haut niveau, ils n'utilisent même pas du RPE. Enfin, tu vois, donc que ce soit des outils de ressenti très subjectifs à des outils, des marqueurs cardiovasculaires, alpha 1, ce que tu veux, enfin voilà, le RMSD ou le HRV, enfin on en a parlé de plein, mais il y en a une pétée d'autres qui peuvent être utiles. Mais peu importe l'outil, en fait, il faut qu'il soit bien fait, que l'athlète ait compris. Parce que si l'athlète, tu lui dis fais ça, mais qu'il ne le fait pas, ça sert à rien. Ou que ça le fait chier ou dans de mauvaises conditions, ça sert à rien. Si l'entraîneur ne sait pas utiliser l'outil, ça sert à rien. Si on ne met pas tout ça en perspective avec les charges d'entraînement, ça sert à rien aussi. Donc vraiment, voilà, ça, je suis pas spécialiste là-dedans, mais je regarde un petit peu ce qui se fait et je pense que ça c'est intéressant à mettre en place. Donc c'est s'entraîner correctement, bien récupérer. Et je finirai par une citation, je l'ai découverte il y a pas longtemps, mais je l'adore cette citation. C'est vaut mieux, il vaut mieux. C'est très franc contre toi, mais il vaut mieux une séance en moins qu'une séance de trop. Et je dis ça, alors les gens vont dire mais non, il a tort. Mais j'ai vu plus souvent des athlètes sous-entraînés sortir un truc qui vient de nulle part et faire une perf. Un athlète surentraîné fera jamais une perf. C'est impossible. C'est impossible, il fera jamais une performance. Il va s'écraser. Donc après, c'est sujet à discussion. Je pense que la problématique des sports d'endurance, on se met sur un fil, en fait. On va essayer de s'approcher de plus en plus de ce fil-là. Mais il faut vachement faire gaffe de ne pas tomber de l'autre côté, parce qu'une fois qu'on est tombé de l'autre côté, ça peut être dramatique pour des carrières, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est moi ce que je vois effectivement au quotidien avec les athlètes et donc je suis tout à fait d'accord avec, on va dire avec ta conclusion peut-être sur le fait qu'il vaut mieux largement une séance de moins qu'une séance de trop. Et effectivement, moi je le vis parfois, je l'ai vécu. Euh, Surentraînement, oui ou non, ça je sais pas, c'est difficile à dire, mais en tout cas une fatigue trop prononcée. Et effectivement, dans ces cas-là, généralement on s'en sort pas, alors qu'une fatigue ou un entraînement qui est pas assez poussé, ben, on a toujours une marge de progression qui va finir par être exploitée. Donc je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et je sais pas si tu voulais rajouter peut-être une dernière chose ou pas.
Bah, la chose que j'ai pas dite, parce que je parle beaucoup trop, mais la chose que j'ai pas dite, c'est que dans toutes les personnes qui entourent l'athlète et dans l'athlète lui-même, le principal, c'est la communication. Vraiment, je pense que ça, c'est hyper important. Que les entraîneurs soient pas dogmatiques dans je fais ça, il faut faire absolument ça, que les préparateurs, les médecins, tout ça, en disant pas moi je sais, il faut faire comme ça, que l'athlète aussi n'ait pas peur de communiquer avec son entraîneur en disant là je sais pas pourquoi, je la sens pas, je veux pas la faire la séance, ou là je la fais. Enfin, ça c'est la clé de la réussite. Et en fait, je pense que l'entraînement, enfin la performance, c'est, je dis des chiffres complètement aléatoires, mais c'est 50% dans l'entraînement, dans les jambes, et 50% dans la tête. Et des fois, tu as beau avoir la meilleure jambe, les meilleures jambes du monde, être entraîné, d'être une Rolls-Royce de l'entraînement, si t'as pas la tête, ça marchera pas. Et des fois, tu sais pas ce qui se passe, mais tu es peut-être un peu moins bien entraîné, mais tu as toutes les conditions autour de toi, tout va bien. Tu vas nickel, ça va bien dans ton couple, dans ton travail, dans ton entraînement avec ton coach, et tu vas sortir un truc monstrueux. Et en fait, et ça va te donner une satisfaction. Et je pense que quand tu es dans un mood comme ça, ben après, ça marche très très bien. Et l'entraînement, de toute façon, on se fait mal à l'entraînement, la compétition, elle arrive derrière, mais l'entraînement, c'est ça. Si on a un athlète, parce qu'on passe plus de temps à s'entraîner qu'à être en compétition, et si tu as un athlète qui, l'entraînement, ça se passe pas bien tous les jours, ben il va ramasser, quoi. Et si on a un athlète qui va réussir à trouver un certain équilibre dans sa vie via son entraînement et sa récupération, ben là, c'est peanuts. Et sur la récupération, j'insiste vraiment sur deux éléments qui sont vraiment hyper importants avant de faire des petits trucs. Quand on regarde la pyramide de la récupération, là ça fait déjà 1 heure qu'on parle, je ne pense pas qu'on aura le temps de parler de récupération, mais la récupération, si vous vraiment insister sur des choses, on peut prendre un antioxydant et quoique, on peut faire de l'électrostimulation, on peut faire de la cryothérapie en chambre froide et tout, ça peut avoir une certaine place. Mais quand on regarde la base de la base, c'est quoi? C'est se reposer, la qualité du sommeil, faire des siestes éventuellement, c'est bien se nourrir, s'hydrater, récupérer glucides, protides, nutrition au quotidien de qualité, et éventuellement immersion en eau froide, les bains froids, ça peut être intéressant quand c'est bien timé. Après, le reste, c'est le sommet de la pyramide. Mais faire déjà bien ça, c'est hyper important. Moi, je prends en charge des athlètes qui font de l'ultra-trail. C'est des gens qui vont être amenés à faire des courses. Parfois, ils vont être 40 heures en course, 40 heures en train de courir. Et en fait, on se rend compte que ces gens-là se rendent encore plus compte de l'impact de la nutrition et du sommeil au quotidien. Vraiment, mais vraiment. Quand ils dorment bien et ils se nourrissent bien, ben, ils vont être capables d'enchaîner les charges d'entraînement, de mieux tolérer et d'être plus performants derrière. Et la nutrition au quotidien, je terminerai là-dessus, mais il viendrait jamais à l'idée aux gens de s'entraîner 2 jours avant une compétition. L'alimentation, c'est pareil, c'est pas 2 jours avant une compète qu'on va se surcharger en pâtes. En fait, l'alimentation au quotidien va conditionner notre hormèse, notre capacité d'adaptation. Et cette nutrition au quotidien, la qualité de notre alimentation, mais c'est des détails, hein, le mode de cuisson, la qualité de nos aliments, les intrants chimiques, l'ultra-transformation des aliments, pour en parler des heures, mais bref, l'alimentation va conditionner notre capacité à s'adapter à nos charges d'entraînement. Et si on s'adapte mieux à toutes les charges d'entraînement tous les jours, un petit peu tous les jours, bah on n'entrera pas moins facilement dans ce cercle vicieux de surentraînement. Je ne sais pas si tu as compris, mais si tous les jours on récupère mieux via l'alimentation et on tolère mieux les charges, à la fois on va pouvoir augmenter et être plus performant, mais on va pouvoir aussi limiter les risques de tomber dans un surentraînement. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est dormez mieux, faites tout pour bien dormir et faites tout pour bien bouffer. Et je pense que si on fait ça, et bien vous entraîner, et bien vous entourer, c'est les 4 conseils pour éviter le surentraînement. Ah, c'est super, franchement, c'est des conseils, j'ai envie de dire de base, mais qui sont poussés de la manière dont tu les expliques. Sur la dernière chose que tu as pu dire, moi, ça me fait penser à des athlètes qui m'ont déjà rapporté l'idée de peut-être moins dormir, de peut-être moins manger pour surcompenser derrière. Alors, évidemment, ça, quand on sait un peu ce qu'il y a derrière, ça peut nous faire rigoler, mais il n'empêche qu'il y a des sportifs amateurs qui pensent encore ça. Et c'est très bien de rappeler que la récupération, c'est au quotidien. En tout Ce cas, qu'il je faut juste peux. dire, un Vas-y. dernier exemple, mais souvent le sportif amateur va calquer ce que fait le professionnel. Oui, le professionnel, il va faire 28 heures de vélo par jour, par semaine, pardon. Oui, le professionnel, il va s'entraîner énormément. Il va pouvoir faire du slip low, du train low, des trucs très poussés. Mais parce que lui, à côté, comme il est professionnel, il fait que ça. Donc, il a le temps de récupérer derrière. Il a le temps d'assimiler. Il a des nutritionnistes qui l'accompagnent pour bien manger. Il va bien dormir. Il va avoir le matos qui est au top. Et donc, en fait, est-ce que finalement sa qualité d'entraînement va être à 100% due à son entraînement pur ou va être liée à son volume d'entraînement, effectivement, mais à tout ce qu'il fait à côté? Pensez à ça parce que l'amateur, lui, va essayer de faire 20 heures par semaine.
Et sauf qu'il va se lever à 6 heures le matin pour aller au boulot. Puis pendant sa pause de midi, il va aller se caler une petite séance d'entraînement. Donc du coup, il va pas avoir un repas de qualité. Et puis ensuite, bah, il va sortir tard du boulot, il va chercher les gosses. Et puis le soir, il faut faire à bouffer aux gosses. T'as le gosse qui chiale la nuit, il va mal dormir. Bah, finalement, tout ça, ça va interagir avec l'entraînement. Donc est-ce qu'il serait pas utile de supprimer ou de limiter l'entraînement du soir pour mieux dormir derrière? Je sais pas, mais des fois, ça se discute. Mais c'est toujours de très bons conseils. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs une problématique, je trouve, quand on suit des athlètes amateurs, c'est parfois plus compliqué que de suivre des professionnels qui ont un environnement normalement tout à fait favorable pour la performance, hein. Mm. Donc en tout cas, bon, je pense on peut terminer là-dessus, sauf bien sûr si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Alors, je te dis, non, tu ne parles pas trop parce que, parce que c'est très intéressant, franchement, tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Et peut-être qu'on se retrouvera dans un prochain podcast parce que je sais que tu as beaucoup de casquettes toujours avec ta grande casquette de médecin, mais ça peut être la nutrition, ça peut être aller plus loin sur les techniques de récupération aussi. Donc, pourquoi pas sur un prochain podcast. En tout cas, encore une fois, je te remercie, Samuel, pour ton intervention aujourd'hui. Eh ben, merci à toi, puis merci pour le podcast. C'est toujours des moments d'échange intéressants. Et puis si jamais, je reste à votre disposition si vous avez des questions. On mettra les coordonnées peut-être hein, si tu l'autorises, on va dire, Par mail. avec le podcast. Voilà, merci. Merci à toi.